Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de comment s'assurer de la fiabilité d'une allégation environnementale. Ce sera dans quelques instants avec Sylvie Gallage-Alvis, associée de Signature Litigation. On parlera ensuite de nouveaux instruments RSE européens et des conséquences pour les entreprises avec Étienne Kowalski, associé de Simmons et Simmons. Et après, on parlera de l'ouvrage Prévenir la corruption, un devoir démocratique avec un des co-auteurs, Vincent Breneau, associé chez Auguste Debouzy. Voilà pour les titres. On débute tout de suite ce Lex Inside. Comment s'assurer de la fiabilité d'une allégation environnementale? On en parle tout de suite avec mon invité, Sylvie Gallage-Alvis, associée au sein de Signature Litigation. Sylvie, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler la définition d'une allégation environnementale? Alors, la DGCCRF, donc, qui est l'autorité de surveillance du marché principale en France, va vous définir l'allégation environnementale comme une allégation qui fournit une information au consommateur sur un impact limité d'un produit sur l'environnement. Il faut bien distinguer cette allégation environnementale de ce qu'on appelle des mentions obligatoires qui sont prévues par un certain nombre de réglementations. Vous avez par exemple la loi AGEC qui va vous imposer aujourd'hui pour un certain nombre de produits des indications sur la réparabilité de vos produits avec un indice spécifique. Ça obéit à une obligation légale. L'allégation environnementale, elle, répond à un souci de communication commerciale. C'est un argument de vente, c'est la façon pour les entreprises de se différencier entre elles. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'au lendemain de la COP28, l'enjeu climatique est depuis longtemps un gros sujet à l'attention des consommateurs. Et du coup, les autorités sont très attentives à cette facette-là, qui est l'allégation environnementale commerciale différenciante pour les entreprises. Alors, on comprend mieux maintenant ce qu'est une allégation environnementale. Quelles sont les allégations environnementales autorisées? Alors, il y en a un certain nombre. Et le Conseil national de la consommation, le CNC, a publié un guide qui liste un certain nombre d'allégations autorisées. Mais il ne faut pas regarder que ça reste un guide. Il faut aussi regarder la réglementation qui s'applique à vos produits spécifiquement. Par exemple, le règlement européen sur l'écolabel européen vous autorise à utiliser, sous certaines conditions évidemment, des allégations telles que meilleur pour l'environnement, incidence limitée sur le milieu aquatique ou teneur limitée en substances dangereuses. Le CNC, lui, va vous dire que vous pouvez utiliser, sous certaines conditions toujours, des allégations telles que éco-conçu, écotoxicité limitée, conception écologique réduite. Vous avez également la possibilité d'utiliser des allégations telles que conditionné, reconditionné, produit reconditionné, ou également bio pour les produits non alimentaires. Est-ce qu'il y a des allégations environnementales qui sont prohibées? Alors là, la liste est encore plus longue. Et c'est bien ça le problème, et c'est là où il faut faire très attention. Vous en avez dans le guide que j'ai évoqué, mais vous en avez aussi dans beaucoup de réglementations nationales et européennes. Si on cite certaines directives européennes, vous avez le règlement CLP, donc classification, étiquetage, emballage. Vous ne pouvez pas utiliser d'allégations telles que non toxiques, non nocifs, non polluants ou même écologiques, alors que c'est quelque chose de positif. Vous avez également les biocides, où vous ne pouvez pas dire qu'un biocide est naturel. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il est respectueux de l'environnement ou qu'il est respectueux des animaux. La loi AGEC, on en a parlé, vous ne pouvez pas utiliser les termes biodégradables pour les produits qui y sont visés ou respectueux de l'environnement. Et vous avez une liste à l'après-vert. Et il faut faire très attention. Vous avez par exemple bon pour l'environnement, bon pour le climat, bon pour la planète, meilleur pour la planète, écolo, attention aux abréviations, écologiquement correct, ça aussi c'est quelque chose qui est interdit, ou plus simple, vert, ou ami de la nature. Ce sont des allégations qui sont interdites aujourd'hui. Pour terminer, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière? Alors oui, il faut faire très attention parce que le risque est élevé. Tout simplement parce que vous pouvez être accusé en tant qu'entreprise en utilisant des allégations interdites ou non contrôlées de greenwashing, le fameux terme. Et donc là, ce sont des amendes quand même élevées. Moi, ce que je recommanderais personnellement, c'est déjà de regarder la directive 2005-29 sur les allégations commerciales déloyales. Vous avez tout un guide sur le fait qu'il faut être clair, précis, correct dans la façon dont vous faites vos allégations, de manière générale, environnementale ou non.
Ensuite, ce que je ferai, c'est de vraiment garder la documentation qui vous permet de justifier de l'allégation que vous donnez. Et surtout, de la revoir régulièrement, parce que les connaissances et l'évolution scientifique arrivent, et donc il faut s'assurer que l'allégation d'aujourd'hui est toujours valable demain. Enfin, j'enverrai la liste des allégations prohibées à l'équipe marketing, et je dirais que c'est non négociable. Impossible, même en petit, même avec un astérix en bas à droite de la publicité, impossible. Et pour conclure, je dirais faites attention à tous vos supports commerciaux. Il n'y a pas que l'étiquetage sur votre produit. Il y a votre site internet, il y a vos blogs, il y a ce que les influenceurs peuvent dire de vos produits. Tout ça fait partie de vos allégations. Donc la vigilance est de mise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va parler des nouveaux instruments RSE en matière européenne avec Étienne Kowalski, associé de Simmons & Simmons. Étienne, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les obligations en matière de RSE qui vont peser sur les entreprises? Alors, il faut rappeler que la Commission européenne avait en 2019 lancé le pacte vert. Et dans le cadre de ce pacte vert, un certain nombre de textes sont sortis. Et aujourd'hui, je pense que deux des initiatives européennes sont particulièrement intéressantes. La première, c'est ce qu'on a appelé la directive CSRD, Corporate Sustainability Responsibility, qui a pour objet de harmoniser le reporting des entreprises en matière de RSE et d'assurer une meilleure qualité des informations sur l'environnement et sur les droits de l'homme que leurs activités génèrent. C'est un texte qui va avoir une certaine importance pour notamment les acteurs de la finance qui sont déjà, elles, soumises à un certain nombre d'obligations en matière de RSE et donc elles auront des informations disponibles pour toutes ces entreprises. C'est un texte qui est aujourd'hui transposé en droit français puisque le 6 décembre 2023, une ordonnance est sortie qui a transposé ce texte. Et il faut savoir qu'elle va concerner en Europe au moins à peu près, on va dire, 50 000 entreprises. La deuxième initiative est également extrêmement intéressante, c'est ce qu'on a appelé la directive, cette fois-ci CSDDD, donc qui est grosso modo la transposition en droit européen, dans un sens un petit peu inverse, du devoir de vigilance français qui avait été adopté donc en 2017. Le texte européen tel qu'il est aujourd'hui reprend en grande partie les obligations de la loi française, avec évidemment certains ajustements. Alors on voit que de nombreuses obligations vont peser sur les entreprises. Comment appréhender ces règles? Alors, c'est un vaste sujet pour les entreprises parce que le chantier est très vaste et les entreprises, suivant leur taille, n'ont pas forcément le même degré de maturité sur ces questions-là. Le premier sujet pour les entreprises, ça va être la collecte d'informations. Savoir identifier l'impact de leurs activités sur l'environnement, sur les droits de l'homme, mettre en place un certain nombre de mesures pour limiter ces impacts, donc des plans d'action. Et dans ce cadre-là, savoir identifier à l'intérieur de l'entreprise ces risques, mais également à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle donc toute la chaîne d'approvisionnement, l'identification des tiers, l'évaluation des tiers. Mais pour ce faire, les choses sont assez complexes, et notamment, il y a une obligation de faire associer à ces plans d'action et cette identification des risques ce qu'on appelle les parties prenantes, qui auront un rôle vraiment important. Et à cet égard, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 5 décembre 2023 une décision qui était attendue dans l'affaire La Poste, qui a particulièrement mis en avant le rôle de ces parties prenantes. En l'occurrence ici, c'était les syndicats, mais on peut imaginer un certain nombre de parties prenantes, telles que les organisations non gouvernementales, les grandes associations qui surveillent les questions d'environnement et de droits de l'homme. C'était la première décision, au fond, sur le devoir de vigilance, donc elle était très attendue. Très attendue, très lue, et sera, je pense, très largement commentée dans les jours qui viennent. Alors on a vu toutes ces obligations, les textes qui imposent de nouvelles règles aux entreprises, mais concrètement, quelles sont les sanctions prévues, quid de la responsabilité?
Alors, la responsabilité ne va pas être traitée de la même manière si on est sur ce qu'on appelle donc les obligations de reporting financier ou sur le devoir de vigilance. Sur les obligations de reporting financier, on va intégrer en fait ce qu'on connaît déjà dans le Code de commerce français, l'obligation de reporting dans les obligations de reporting financières que les entreprises avaient déjà. Donc au niveau... C'est un parallélisme entre guillemets. Tout à fait. En fait, on va intégrer le rapport RSE aux rapports financiers qui seront présentés à l'Assemblée générale annuelle qui valide les comptes. Donc on est sur le même type de sanction, donc une sanction pénale, et qui se dirige principalement sur les dirigeants de l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et je suis en compagnie de Vincent Breneau, associé d'Auguste Debouzy et co-auteur de l'ouvrage Prévenir la corruption, un devoir démocratique, publié aux éditions de l'Observatoire. Vincent Breneau, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi cet ouvrage avec Bernard Cazeneuve sur la corruption, Prévenir la corruption, un devoir démocratique ? Écoutez, on est parti avec Bernard Cazeneuve du constat que dans un contexte de montée des populismes, beaucoup avait été fait pour la prévention de la corruption, ce qui est absolument nécessaire pour restaurer la confiance des citoyens dans ceux qui les gouvernent, mais que néanmoins il reste encore un petit peu de chemin à parcourir, à la fois au plan français, mais également sur le terrain européen. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de rédiger un ouvrage qui ferait un peu le point sur le sujet. Alors dans cet ouvrage, vous faites une analyse rigoureuse des outils législatifs tant internes que internationaux pour prévenir la corruption. Quelles sont les tendances remarquables? Est-ce qu'on peut dire que la France est désormais un acteur majeur de la lutte contre la corruption depuis la loi Sapin II et puis les suites de cette loi? Alors, vous l'avez cité, effectivement, il y a eu la loi Sapin II. Avant ça, en 2013, dans le sillage de l'onde de choc qu'a provoqué l'affaire Cahuzac, on se rappelle que celui-même qui était en charge de prévenir la fraude fiscale avait un compte en Suisse. Donc une première loi sur la transparence de la vie politique a été introduite dans notre système en 2013, qui a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Puis 3 ans plus tard, la loi Sapin II, qui a mis en place un système de prévention de la corruption pour les entreprises, avec la création notamment de l'AFA. Donc en France, on a ce mouvement qui s'est déclenché dans le courant des années 2010, et puis sur le plan européen, on a une proposition, enfin un projet de directive qui a été présenté par la Commission au mois de mai dernier, qui vise à harmoniser à la fois les définitions et la prévention et les sanctions des actes relevant du champ lexical de la corruption, avec évidemment un travail législatif qui devra encore se poursuivre au niveau européen et qui est peut-être le début d'un paquet compliance que le club des juristes appelait de ses voeux. D'ailleurs, c'était Bernard Cazeneuve qui avait proposé un certain nombre de recommandations sur le sujet. Absolument. Il y a d'autres recommandations que vous formulez également. Alors peut-être pour revenir sur votre question, est-ce que la France est un acteur majeur de la corruption? Parce que je n'ai pas encore répondu à celle-ci. La France est effectivement devenue un acteur majeur de la corruption dans le courant des années 2010, et c'était une nécessité, en quelque sorte, pour répondre à l'hégémonie américaine et donc du droit anglo-saxon sur la vision de la corruption, puisque dès la fin des années 70, les États-Unis se sont dotés du Foreign Corrupt Act, qui leur permettait, avec une juridiction extraterritoriale du Department of Justice, le fameux DOJ, de venir sanctionner des entreprises, notamment européennes. On se rappelle des sanctions qui se chiffraient en centaines de millions d'euros, enfin de dollars, contre Alstom, contre la Société Générale. Donc il était temps de réagir et de restaurer une forme de souveraineté française, peut-être bientôt européenne en la matière. Alors justement, outre les recommandations qui avaient été formulées par Bernard Cazeneuve sur le paquet européen, vous-même ainsi que Bernard Cazeneuve, vous proposez d'autres recommandations pour renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur public. Expliquez-nous. Alors en fait, ce qu'on propose, c'est d'adapter le système issu de la loi Sapin II, qui n'a pas été conçu proprement pour le secteur public, ce qui pose en fait deux séries de difficultés. D'une part, l'Agence française anticorruption, l'AFA, applique les mécanismes qui sont prévus pour des grandes entreprises
à des collectivités territoriales. Or, la loi Sapin 2 n'appréhende pas le secteur public dans sa globalité, surtout dans sa pluralité. On a des toutes petites collectivités territoriales, c'est même la majorité du tissu local en France. Or, une toute petite collectivité ne peut pas appliquer ipso facto les recommandations de l'AFA, et donc parfois on a un déficit d'application des mécanismes de prévention de la corruption parce que ceux-ci ne sont pas appliqués. Et puis on a une deuxième difficulté qui tient également au défaut d'appliquer de conception de la loi Sapin 2 pour le secteur public, c'est que le secteur public est déjà doté d'un certain nombre de règles. On pense au statut des fonctionnaires, on pense aux règles de la commande publique, on pense à une multitude d'éléments qui sont vraiment propres à ce secteur et qui parfois induisent quelques frottements avec l'application des prescriptions issues de la loi Sapin 2, sans parler du RGPD. Donc tout ceci devrait faire l'objet d'un travail d'ajustement, d'adaptation pour que les mécanismes soient mieux appréhendés par le secteur public local notamment, de façon à ce que finalement les entreprises et leurs interlocuteurs du secteur public local travaillent avec la même base d'outils, justement chacun d'entre eux étant adapté à leur spécificité. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau pour présenter votre ouvrage. Merci de votre invitation. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.